Bonsoir. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend trop fort? Non, ça va bien. Trop fort? Ah, d'accord. Donc, désolé, j'enlève mon masque pour m'adresser à vous. Je prends la distance nécessaire. J'aimerais accueillir Laurent Cailly avec grand plaisir. Déjà, vous souhaitez la bienvenue à tous au CCCED. Et puis, souligner, donc je vais laisser Eric présenter Laurent Cailly, qui le fera beaucoup mieux que moi. Mais j'aimerais souligner ce premier partenariat avec le CAUE qui nous fait un excellent plaisir, un très très grand plaisir. Cette conférence ce soir préfigure une exposition que nous coproduisons avec le CAUE d'Éric Tabouchi, qui va démarrer le 5 novembre ici. Éric Tabouchi qui a fait une commande photographique grâce au CAUE sur tout le périmètre d'Indre-et-Loire sur la question qui s'appelle Atlas des régions naturelles et qui a fait une sorte d'inventaire des régions naturelles d'Indre-et-Loire. Donc vous découvrirez en avant-première cette commande photographique qui a été réalisée auprès d'Éric Tabouchi par le CAUE. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps. On aura une intervention d'environ 45 minutes de Laurent Cailly ce soir et ensuite un moment de discussion avec vous. Et voilà, donc je vais laisser la parole à mon acolyte. Je retire mon masque. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux dans les limites de la jauge, hein, bien évidemment. Nous, on est très heureux au CAUE, Conseil en architecture, en urbanisme, en environnement, pour ceux qui ne sauraient pas à quoi correspond l'acronyme, d'être accueillis ce soir par le CCOD, puisque c'est une première, effectivement. Et on remercie le CCOD pour son hospitalité, et puis la coopération qu'a évoquée Isabelle, notamment avec cette exposition du photographe Éric Tabouchi, à qui on a commandé 250 photos de la Touraine. Alors, pas de cette Touraine patrimoine prestigieux, plutôt la Touraine qu'on vit tous, un peu ordinaire, et qui fait de cet espace un espace unique et sensible. Et ce soir, je suis aussi très heureux d'accueillir Laurent Cailly dans le cadre de cette préfiguration, de cette coopération, sur un sujet qui est le périurbain, et on a choisi un titre un peu proustien d'ailleurs, être périurbain à Londres, la métropole tourangelle. Je reviendrai en 2 mots sur les raisons qui ont motivé ce choix, mais en tout cas cette soirée est un peu emblématique de l'esprit qui anime le CAUE. Nous, notre vocation, c'est de conseiller les politiques sur des projets d'urbanisme, d'architecture, d'environnement, c'est de conseiller les particuliers. On a une mission de service public, et puis c'est aussi de permettre d'établir des ponts entre différentes spécialités et puis entre différents champs qui se combinent. Et en particulier, ce soir, nous, on est très heureux parce que c'est le champ de la recherche, le champ de la diffusion artistique et de la réflexion. Et puis nous, qui avons besoin de nous nourrir à la fois des interrogations des chercheurs, des artistes, pour finalement toujours penser et repenser le travail qu'on doit conduire auprès des élus et auprès des particuliers. Alors, moi, je suis très heureux d'accueillir Laurent, parce que Laurent est au département de géographie de Tours, avec lequel on coopère beaucoup, parce que nous on cherche aussi beaucoup de coopération avec l'université, sociologues, des historiens d'art, parce que nos champs disciplinaires traversent un peu toutes les questions finalement de l'être humain et de la manière dont il habite le territoire. Et donc Laurent est chercheur au CITER, un laboratoire tourangeau assez important. Ses travaux portent sur les questions du périurbain, des déplacements, des problèmes spatiaux, sociaux, et puis les questions des périphéries, hein, puisque souvent avec le périurbain, il est souvent question de périphérie, et il y a beaucoup de littérature sur le sujet, avec des controverses bien évidemment. Moi simplement, durant le confinement, avec l'équipe, on échangeait des recherches, parce que finalement, on peut profiter de ces phases d'incarcération pour aussi développer l'esprit. Et là, on a trouvé une étude assez fantastique de Laurent qui porte sur l'agglomération tourangelle, avec une approche qui me semblait et qui nous a semblé très intéressante, alors qui renvoie à l'idée qu'un être urbain, périurbain ou rural, il est à la fois un être objectif à travers ses déplacements,
et c'est ce que montre en particulier, mais Laurent développera, l'être périurbain qui se déplace. Et d'ailleurs, ça renvoie, on est dans un lieu artistique, les déplacements des psychogéographes qui étaient les situationnistes et qui faisaient des cartographies de déplacements à Venise, à Londres. Laurent a fait un peu ce travail-là avec ses équipes sur Tours, et en même temps aussi se dire qu'un territoire, c'est la manière dont les gens pensent, voient et se représentent ce territoire. Et que cette objectivité, si elle n'est pas confrontée à des entretiens, à finalement un point de vue de l'être humain, n'a pas trop de sens. Et ça rend modeste d'ailleurs les urbanistes, architectes et spécialistes que nous sommes de l'espace. Donc Laurent va vous parler de ce travail, mais de ses travaux plus généralement, dont finalement le centre de gravité est la métropole tourangelle. Et donc je le remercie pour ce travail, et puis la diffusion de ce travail qui aujourd'hui s'inscrit pleinement dans l'activité du CAU. Voilà. Merci. Je prends le micro, je crois qu'il est meilleur. Merci Eric pour ton accueil, merci à Isabelle aussi pour l'accueil dans ce lieu magnifique. Donc effectivement, je vais vous parler de mon activité de recherche. Je travaille effectivement depuis très longtemps sur la périurbanisation, donc sur l'urbanisation, on va dire, des campagnes proches des villes, sous l'effet de l'installation de ménages qui viennent accéder à la propriété en maison individuelle, souvent en pavillon, mais parfois dans d'autres formes d'habitat, et qui participent à dynamiser ces espaces, à les faire vivre. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils habitent, on va dire, ces espaces, et en quoi, finalement, la manière dont ils habitent ces espaces participe aux dynamiques urbaines. Donc ce travail sur les périphéries, c'est un travail sur ce qu'on appelle en géographie les modes d'habiter. Les termes changent. Dans les années 80, on parlait d'espace de vie, d'espace vécu, on a après parlé de territorialité. Et tout ça, c'est un peu la même chose, et l'idée de mode d'habiter est intéressant parce que ça renvoie finalement à la dimension territoriale en fait, du mode de vie, c'est-à-dire du rapport de l'individu à l'espace géographique, à la ville et à l'espace plus généralement, à travers différentes dimensions qu'on essaye d'attraper en même temps, et ces dimensions, ça relève des choix d'habitat. Donc évidemment, en travaillant sur la périurbanisation, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le modèle résidentiel périurbain, à la fois les facteurs lourds qui déterminent les choix résidentiels, mais aussi j'accorde beaucoup d'importance aux représentations des ménages et aux imaginaires qui amènent effectivement certains ménages à quitter l'agglo pour aller emménager et s'installer dans le périurbain, même si, alors c'est pas la partie que je vais développer aujourd'hui, mais cette image est à corriger parce qu'aujourd'hui la périurbanisation n'est pas seulement alimentée par un processus centrifuge. Il y a effectivement beaucoup de ménages qui sont originaires du périurbain et qui restent dans le périurbain, décohabitent dans le périurbain ou reviennent dans le périurbain. Et puis on a des trajectoires d'aller-retour entre l'agglo et le périurbain. Il y a certains ménages qui, en vieillissant, reviennent dans l'agglo. Il y a des gens qui repartent à 40 ans, etc. Il y a des mouvements complexes, mais du coup, ces choix résidentiels et ces trajectoires, elles animent beaucoup les territoires périurbains. Travailler sur les modes d'habiter, c'est ça, mais c'est travailler aussi sur les pratiques quotidiennes de déplacement qui sont, peuvent être attrapées à travers l'intensité des déplacements, ce qu'on appelle en géographie des échelles de déplacement, et ça compte beaucoup, vous allez le voir dans mon travail, c'est-à-dire les tailles d'espace qu'on pratique, la localisation aussi de ces pratiques, et les modes aussi, qui est une grande question aujourd'hui, dont je vais parler assez peu, et vous serez peut-être un peu déçu, mais qui effectivement aujourd'hui a la question par exemple de l'usage hégémonique de la voiture qui pose un certain nombre de questions, en tout cas partout en ville, mais aussi dans les périphéries et a fortiori dans les périphéries urbaines. Et puis de plus en plus, quand on travaille sur les modes d'habiter, on est obligé de travailler sur la télécommunication, les activités à distance, notamment aujourd'hui sur la forme de télétravail, et on voit bien qu'avec le Covid, ça fait bouger des lignes, ça fait bouger des choses, le téléachat aussi se développe beaucoup. Donc, et on essaye d'attraper le tout comme un système parce qu'en fait, il y a des liens entre ces différentes dimensions. Et quand on vit au cœur d'une ville, par exemple, quand on fait un choix résidentiel, par exemple, que j'appelle le choix central bobo, c'est-à-dire de rester au centre-ville, évidemment, ça a une inférence sur les modes de transport, sur l'organisation des pratiques, sur les programmes d'activité, qui fait que tout est intriqué et tout est lié. Et quand on choisit de vivre, par exemple, dans la campagne, c'est-à-dire très loin de la ville, ça a aussi d'autres inférences et ça autorise et où ça permet d'autres modes de vie.
Alors, juste une petite entrée en matière quand même, puisque je vais beaucoup parler évidemment de la métropole tourangelle et de la périurbanisation comme élément organisateur, on va dire, de cette métropolisation. La périurbanisation, évidemment, a globalement mauvaise presse, est fustigée, condamnée, je pourrais revenir en détail là-dessus, mais elle se porte plutôt bien, on va dire, et c'est un processus qui a quand même plutôt de l'avenir, au sens où, de recensement en recensement, on a effectivement toujours une activité démographique, une croissance assez forte des communes périurbaines. Vous pouvez le voir sur la carte ici à droite, on a des taux d'accroissement communaux qui montrent qu'effectivement, dans le périurbain intermédiaire et lointain, on a des taux de croissance de 1, 1,5, 2% par an, donc une forte croissance qui est variable suivant les communes. C'est peut-être la différence avec les années 80, c'est moins homogène, il y a des rythmes différents suivant les communes, et il y a aussi une densification très forte des premières couronnes. Ce que j'appelle les premières couronnes périurbaines, c'est des communes comme Fondette, des communes comme Roche-Corbon, des communes comme Montlouis, qui sont des communes qui se densifient. Alors les taux sont moindres parce que ce sont des communes de grande taille, mais le potentiel de réservoir de croissance est aussi conséquent. Et globalement, dans la dernière décennie, eh bien, cette croissance des périphéries se fait au détriment du centre, puisqu'on voit que Tours centre et la très proche périphérie a plutôt tendance à perdre des habitants. Donc ce processus, on va dire, d'exurbanisation résidentielle, cette dynamique périurbaine, elle est toujours forte. Elle est toujours forte aussi à destination du périurbain intermédiaire et lointain. Pour dire que ce n'est pas un phénomène anecdotique, la périurbanisation, et c'est à peu près le cas dans toutes les grandes aires urbaines de France, dans l'aire urbaine de Tours, les périurbains représentent en gros un petit tiers des habitants, c'est-à-dire qu'il y a 30% des habitants de l'aire urbaine de Tours. J'expliquerai ce que c'est une aire urbaine, mais c'est justement l'urbain dense plus la couronne périurbaine. Il y a un tiers des habitants qui vivent dans le périurbain. Donc en fait, les périurbains sont fort nombreux et le territoire périurbain est une composante essentielle, on va dire, du territoire métropolitain. Alors la question, c'est pourquoi rentrer par les modes d'habiter, pourquoi s'intéresser à l'habitant, à la manière dont il habite et pratique le territoire. Alors, je pourrais rentrer, on va dire, par les choses les plus saillantes, par la question environnementale aujourd'hui qui nous assaille de tous côtés. On est tous interrogés et questionnés dans nos pratiques. On se demande si on peut encore aller à l'autre bout de la planète pour des raisons touristiques et récréatives. On se demande aussi, et beaucoup de ménages périurbains se posent la question, si on peut encore aller habiter à 20 ou 25 km de la ville pour des raisons d'agrément tout en maintenant un emploi en ville, et si c'est soutenable. Alors la question pour moi se pose autrement, elle se pose plutôt comment on peut faire pour vivre durablement dans le périurbain, mais effectivement la question des modes d'habiter, elle pose cette question très importante aujourd'hui de la durabilité, de l'impact, par exemple de l'impact de la mobilité automobile sur l'environnement. Mais ce n'est pas le choix que j'ai fait de rentrer par cette question vive, parce que je vais vous montrer qu'il y a une autre question qui est liminaire et qui est très importante de se poser. Cette question, c'est aussi une question sociale, c'est-à-dire j'aurais pu rentrer par la question sociale. L'actualité de l'an dernier, celle des Gilets jaunes, m'aurait presque invité, imposé de rentrer par là, parce qu'effectivement, la question des modes d'habiter engage la question des rapports sociaux, des rapports d'inégalité de pouvoir entre les groupes sociaux dans l'espace urbain, et effectivement, il y a des inégalités qui se jouent dans le périurbain. Alors, ce n'est pas mon point de vue dominant, parce que je le dirai plutôt à la fin, mais pour moi, la périurbanisation, c'est justement quelque chose qui, dans l'histoire contemporaine de la France, a assuré ce que j'appelle une promotion sociale par l'espace, c'est-à-dire que beaucoup de ménages de la classe moyenne ont pu accéder à la propriété, accéder à un espace confortable, résidentiel, logement, mais aussi un mode de vie confortable qu'ils n'auraient pas pu avoir pour des raisons de prix dans les cœurs d'agglo. Et effectivement, ça contribue à sécuriser d'une part leur position sociale, mais d'une certaine manière à les conforter dans des positions ascendantes. Donc le périurbain joue ce rôle majeur qui est très intéressant, mais ici il pose aussi la question des inégalités et de l'éloignement de certains ménages, voire d'une mise à distance qui peut être problématique, notamment en termes de mobilité. Et la question des Gilets jaunes a posé pour le périurbain et pour le rural et pour les petites villes cette question-là, c'est-à-dire, il y a bien d'autres choses dans le mouvement des Gilets jaunes, et la mobilité est un point d'entrée, ça n'épuise pas du tout la question de la mobilisation et des raisons du mouvement,
Mais c'est quand même quelque chose qui a été important et qui a structuré la mobilisation autour des ronds-points. Il y a effectivement la cause automobile et cette question, qu'est-ce qu'on fait si le coût du carbone augmente démesurément et comment on fait pour assurer une mobilité aux ménages qui aujourd'hui habitent dans le périurbain intermédiaire ou lointain qui est effectivement assez peu desservi en transport en commun. Alors voilà tout ça pour vous dire, j'aurais pu rentrer par la question environnementale, par la question sociale, et en fait la commande qui m'a été faite, et notamment parce que c'est le cœur d'un travail que j'ai fait avec le PUCA, je vous expliquerai cette commande, c'est de rentrer par le territoire, c'est-à-dire de dire qu'en fait, avant de poser les enjeux sociaux et environnementaux, il faut bien essayer de comprendre comment se structurent ces modes d'habiter, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se joue dans les contraintes et dans les aspirations de vie des périurbains, comment eux pratiquent le territoire. Il faut bien appréhender tout ça, il faut bien appréhender leur territoire vécu avant de se poser la question des enjeux sociaux ou des enjeux environnementaux qui se jouent derrière. C'est-à-dire le territoire est premier. Et la question qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est justement de montrer que ces modes d'habiter, ils organisent le territoire. C'est-à-dire qu'ils agencent la métropole, ils lui donnent une structure d'organisation. Et cette structure d'organisation, elle n'est pas simple, elle est complexe. Et les périurbains eux-mêmes ont différentes manières de pratiquer cet espace et d'organiser la métropole. Ils organisent d'une certaine manière la métropole avec leurs pieds, avec leurs déplacements matériels, comme Eric l'a dit. Ils organisent aussi le territoire avec la manière dont ils se le représentent ou le mettent en récit à travers leurs imaginaires aussi des différents espaces, à travers leurs imaginaires de la mobilité. Et ça contribue effectivement fortement à structurer, on va dire, l'espace urbain. Et cette structuration de l'espace urbain, c'est aujourd'hui un enjeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un problème de représentation. Et ce problème de représentation, il est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans le discours médiatique, que ce soit dans le discours des experts de l'aménagement ou dans le discours des élus, les représentations du territoire, elles sont très schématiques, elles sont très caricaturales, elles sont assez fausses, et du coup, elles permettent de mal appréhender justement les enjeux et de mal poser les problèmes, on va dire, qui ont trait à l'organisation des territoires et à l'habiter, parce que c'est la question de l'habiter qui est derrière, c'est-à-dire comment habiter ces territoires. Et donc, alors pour vous le dire rapidement, il y a deux problèmes. Il y a déjà un problème de représentation, c'est que la représentation dominante du périurbain et de la métropole dans son ensemble, elle est très liée aux catégories statistiques et ce qu'on appelle le zonage en aire urbaine, que je vais m'atteler à démolir aujourd'hui à travers les pratiques, c'est-à-dire que ce zonage, il est construit autour d'une représentation classique de la ville, du noyau urbain dense et continu, et autour d'une grande galette, une grande couronne périurbaine homogène qui ne cesse de s'étendre, qui est la galette, on va dire, dite d'influence par des navettes domicile-travail et qui ne cesse de s'étendre, on appelle ça la carte des œufs au plat. Et cette carte, qui est réifiée, qui est enseignée à tous les niveaux, à partir de la 4e, de la première, et qui rentre dans le crâne, et elle joue un rôle très important dans la construction des politiques publiques, par exemple dans la définition, on va dire, de l'intercommunalité urbaine. On promeut aujourd'hui des territoires métropolitains de plus en plus larges en s'appuyant sur ce genre de choses. On définit aussi des politiques, on va dire, d'aménagement et de régulation de l'étalement urbain comme des SCOT à partir de ce genre de périmètre. Mais en fait, ces représentations, elles sont tellement schématiques qu'elles sont fausses. Donc un premier point d'interrogation, c'est de dire qu'en partant des pratiques et des territoires vécus, en rentrant, on va dire, dans la mécanique des territoires vécus, on a une appréhension beaucoup plus fine du fonctionnement des espaces, des articulations entre centre au pluriel et périphérie au pluriel. Et on va voir qu'on sort complètement avec les habitants de cette représentation à la fois monocentrique et concentrique qui marque le zonage en aire urbaine. Cette représentation, elle est aussi celle des habitants. Pour avoir travaillé à la data, au ministère sur des questions de périurbanisation, il y a eu un moment, un tournant où les élus, les acteurs se sont rendus compte qui fonctionnaient sur des représentations du périurbain qui étaient hyper schématiques et dont la cristallisation la plus forte a été aux dernières élections,
où effectivement il y a des correspondances très fortes qui ont été faites entre, par exemple, la condition périurbaine et le vote Front National, hein, avec des espèces d'associations complètement non contrôlées, voilà, et complètement abusives. Donc, parce qu'il y a cette idée que le périurbain est un homme un peu standard, c'est une famille des classes moyennes avec sa bagnole, qui travaille forcément dans le centre, qui consomme dans le centre, qui vit dans un lotissement qu'on dit dortoir, qui est plutôt accusé d'être individualiste, replié sur son pavillon. Donc tout ça, évidemment, suscite, on va dire, des représentations très standards et nécessairement fausses. Et pour bien agir dans ces périphéries ou bien poser les problèmes, il faut aussi appréhender la variété et la diversité des habitants. Donc il faut à la fois attraper la diversité des territoires périurbains tels qu'ils sont construits par les pratiques et les représentations, et puis il faut attraper la diversité des habitants. Alors c'était un peu l'objet d'un travail de recherche que j'ai réalisé alors avec deux collègues, Baptiste Pourteau, qui aujourd'hui finit une thèse sur l'usage du smartphone dans la mobilité périurbaine, que j'encadre avec une collègue de Marne-la-Vallée, et puis Jean-Philippe Fouquet du CETUETIX qui travaille à l'université dans un laboratoire de recherche. Et on a mené une enquête en association avec l'agence d'urbanisme, mais on avait, nous, cette partie-là en propre, de réflexion sur on va dire les pratiques habitantes, les pratiques et les représentations habitantes des ménages périurbains, avec cette idée qu'à travers ces pratiques et ces représentations, on allait essayer d'approcher la complexité suivant laquelle s'organisaient les territoires du quotidien pour les périurbains. On a enquêté pour ça une trentaine de ménages. Alors, pourquoi des ménages? Parce que c'est intéressant au sein d'un ménage d'enquêter plusieurs personnes. On ne l'a pas fait systématiquement, parce qu'effectivement, comme il y a un partage des tâches pour les tâches ménagères, il y a un partage des tâches dans l'espace, hein, c'est-à-dire qu'effectivement la territorialité de l'homme n'est pas forcément celle de la femme, qui n'est pas celle de l'adolescent. Donc il y a un intérêt d'analyser ça comme un système, mais on a aussi varié pour avoir un certain nombre de ménages qui ont été enquêtés alors, dans tous les secteurs, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et puis dans ce qu'on appelle... Alors, j'ai employé proche, intermédiaire, lointain, c'est des catégories qui sont discutables scientifiquement, parce qu'il y a une organisation concentrique du périurbain qui est liée à son histoire, je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, c'est pas tout à fait la même chose d'habiter à Fondêtre, c'est pas tout à fait la même chose d'habiter à Saint-Marc-la-Pile, ou plus habiter vraiment dans un confin périurbain, par exemple à Homme, pour prendre le transect nord-ouest, que je pourrais prendre sur un autre transect. Donc on fait varier, on va dire, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez structurant. Alors, la distance, on va dire, à l'agglo, qui est quand même quelque chose qui joue un rôle important dans la structuration des spatialités. Et puis on enquête ces ménages. Alors comment on les enquête? Comme on travaille sur les pratiques concrètes et sur les représentations, on a plusieurs méthodes. On va dire que l'entretien semi-directif est classiquement en géographie comme en sociologie un moyen qui permet d'attraper beaucoup de choses, mais qui est plutôt de l'ordre du récit des pratiques, de la qualification et de la justification des pratiques, et de la qualification des lieux. Par exemple, vous voyez ici un extrait d'entretien de quelqu'un qui dit « Ma vie est tournée vers Langeais, j'adore, je trouve cette ville super mignonne, j'adore me promener sur Langeais, etc. » Et qui nous raconte finalement toute la valeur positive qu'elle a, ou toute la considération positive qu'elle a pour cette ville relais secondaire qui structure le périurbain nord-ouest de Tours. Alors, à l'opposé de l'entretien, on a une technique nouvelle, alors là, qu'on avait mis en place à petite échelle. Il y avait une dizaine de personnes qui avaient accepté. D'habitude, on fait ça par des carnets de pratiques pour objectiver les déplacements concrets, les pratiques concrètes. Là, on a utilisé le GPS, donc on a fourni aux individus volontaires un boîtier GPS pendant une semaine. Et puis, on récupère les traces et alors il y a beaucoup de travail de traitement, c'est un travail un peu compliqué. Voilà, je passe les détails, on les cartographie et après on interprète ces traces, on revient aussi auprès de l'enquêté avec cette trace pour la faire parler, pour l'habiter, pour l'incarner, pour lui donner sens, etc. Et on se sert effectivement de ça pour approcher ces territoires du quotidien, toujours avec cette idée de travailler, on va dire, le lien entre les pratiques, la justification des pratiques, la qualification des lieux ou des pratiques, et parfois les déphasages entre les pratiques concrètes et le discours. J'insisterai tout à l'heure sur cette question
sur cette question du déphasage. Et puis à partir de, on va dire, des traces, on a une cartographie interprétative, qui est celle qui est en bas à droite, où effectivement on essaye de schématiser, de représenter pour essayer de trouver des structures d'organisation, mais des structures d'organisation, alors là je n'ai pas la légende, mais vous verrez qui associent les pratiques et les représentations d'espace, alors dans une version un peu très schématisée, mais voilà. Donc on se sert de ça pour essayer d'appréhender la structuration des territoires de vie. Alors, je vais essayer de vous montrer deux choses. Donc, on est dans une sphère de représentation et je pense qu'on est dans un lieu ici où cette réflexion se prête bien. Donc, j'utilise plein de types de représentations différentes, toujours dans cette idée d'objectiver et d'essayer de faire parler et d'appréhender ces territoires du quotidien. Alors, je vais essayer de m'y prendre de deux manières. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler de quelques processus généraux qui, vous allez voir, bousculent beaucoup la représentation de la carte des œufs au plat que je vous ai présentée juste avant, pour vous montrer que justement ces pratiques, elles induisent des choses un peu différentes, elles induisent de la complexité. Puis après, je vais vous parler de la diversité des profils habitants. Je ne vais pas rentrer dans toutes les catégories qu'on a décrites et développées, mais je vais en prendre quelques-unes pour ouvrir justement sur la question, on va dire, des enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux qui peut découler d'une analyse des modes d'habiter, mais j'ouvrerai la discussion. Alors, une des premières logiques qui transparaît, et qui est un petit peu quelque chose de, on va dire, de nouveau, c'est qu'on pensait que les périurbains étaient magnétisés par le centre urbain. Bon. Et en fait, de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que les périurbains ne sont pas très magnétisés par le centre urbain. En tout cas, ils ne sont pas très magnétisés par le centre urbain au sens classique du terme, c'est-à-dire dans l'aire urbaine de Tours, la partie centre-ville entre Loire et Cher. On va dire dans cette partie-là, les pratiques sont minoritaires et en fait, beaucoup de pratiques de déplacement sont ancrées dans le territoire périurbain de résidence, dans l'espace local, dans l'espace de proximité et où sont ancrées sur la première couronne, c'est-à-dire ce qu'on appelle, les géographes dans notre jargon, les centralités périphériques, c'est-à-dire, on va dire, ces zones commerciales, ces zones d'activité, parfois ces équipements sanitaires et culturels qu'on a en entrée de ville, qui se développent au nord, au sud de la ville, un peu moins à l'est, à l'ouest, mais quand même, et qui fournissent de plus en plus de ressources et d'aménités pour les ménages. Donc, beaucoup de pratiques sont ancrées sur ces deux types de territoires. Et au sein du périurbain, il y a effectivement des pôles qui émergent, des territoires de proximité qui émergent, et les villes relais jouent un rôle très important. Alors je pense par exemple des petites villes comme Amboise, je pense par exemple des petites villes comme Azay-le-Rideau, je pense une petite ville comme Langeais ici. Quelqu'un qui nous dit, qui habite à Homme et qui nous dit la première piscine c'est Langeais, Mathilde fait de l'équitation à Langeais, Langeais à Carrefour Market, etc. Mon agriculture bio à Langeais, etc. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des villes secondaires qui jouent un rôle dans la structuration des villes périurbaines et qu'il y a une bonne partie des pratiques qui s'inscrivent à l'intérieur du périurbain, en tout cas en périphérie de la ville traditionnelle telle qu'elle est définie historiquement en Europe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors c'est lié à plusieurs choses. C'est lié d'une part que finalement, les gens qui travaillent maintenant dans l'hypercentre ou dans le centre de Tours sont minoritaires. C'est-à-dire, alors c'est lié à l'évolution de l'emploi et à la distribution de l'emploi, donc à des logiques économiques, mais beaucoup de gens travaillent en périphérie, c'est-à-dire dans ce que j'appelle la couronne suburbaine, c'est-à-dire Chambray, Saint-Avertin, La Riche, etc. Et beaucoup de gens, on ne le dit pas assez, travaillent à l'intérieur du périurbain. À l'intérieur du périurbain. Alors pourquoi ? Parce que déjà il y a des activités qui glissent, qui étaient dans Tours. Vous prenez par exemple la Poste et qui se retrouvent en périphérie, sur les groupes. Donc ça impulse des stratégies résidentielles. C'est-à-dire le type il se dit pourquoi je vais continuer à habiter à Tours ou si je peux me payer un pavillon pas trop cher à proximité de mon entreprise relocalisée en périphérie. Et puis de toute façon on sait que de toute manière, surtout chez les femmes, il y a souvent, après l'installation résidentielle, une relocalisation de l'emploi dans un rayon de proximité. Alors je partais la division du travail des tâches, ça rentre un peu dans ces stratégies-là. En tout cas, dans l'emploi de service, il y a souvent des logiques de rapprochement. Donc quand vous bossez en périurbain, votre relation à la ville-centre, elle se distend d'une certaine manière un peu
naturellement, même s'il n'y a pas de nature en sciences sociales, mais parce qu'effectivement, quotidiennement, vous n'avez plus d'impératif d'aller vers la ville-centre. Donc ça, c'est quelque chose. Après, effectivement, il y a des choses structurelles, c'est-à-dire qu'après 40 ans de périurbanisation, le périurbain, il ne s'est plus étoffé, c'est plus le désert. Ceux qui vivent ici en périphérie savent qu'au départ, il y avait à peine un hypermarché, un supermarché, après il y a eu un supermarché, après le super est devenu un hyper, après autour de l'hyper il y a eu du commerce et du petit commerce spécialisé, et puis il y a même maintenant de la médecine de spécialité qui émerge en périurbain, donc tout ça, ça rend possible des choses. Et puis effectivement, il y a quelque chose qui renvoie plus à la construction identitaire, c'est qu'on sait que les ménages, quand ils s'ancrent dans la durée, à l'intérieur du périurbain, mais au fur et à mesure, ils ont tendance naturellement un petit peu à rapprocher leurs pratiques, à les ancrer localement et finalement à développer une vie périurbaine. Alors une espèce d'autonomie relative, mais évidemment une autonomie relative qui est à considérer et qui est souvent mal considérée et mal connue et qui est très importante à prendre en considération pour penser effectivement le développement et l'aménagement de ces espaces. La deuxième logique, je vais aller plus vite, est intéressante, c'est la logique de sectorisation. Alors elle est intéressante pourquoi? Parce qu'on va dire que quand on a commencé à travailler sur la métropolisation et l'organisation des territoires métropolitains à travers les pratiques et la mobilité, on a dit, ça y est, la seule échelle pertinente, c'est l'échelle de la métropole. C'est à cette échelle, donc c'est un grand mec, un grand monsieur qui s'appelle François Hacher, qui est décédé depuis, qui était sociologue de l'urbain et qui a fait un bouquin qui s'appelait Métapolis ou l'avenir des villes, où son idée, et c'était en partie juste, mais pas tout à fait vrai, c'était de dire que les gens vivent à l'échelle multicommunale, et l'échelle multicommunale, c'est l'échelle de la métropole. Alors ce que montrent les analyses, c'est qu'en fait, entre l'échelle de la métropole et l'échelle microlocale de la commune, en fait, il y a une échelle intermédiaire, qui est l'échelle du secteur, ou l'échelle du cadran. Et la plupart, la grande majorité, en tout cas, c'est pas le cas de tous, on le verra, des périurbains vivent finalement dans un secteur de l'aire urbaine. Alors attends, ça marche d'autant mieux qu'il y a quand même une géographie vécue très ancrée. On est plutôt de tour nord, on est plutôt de tour sud, et il y a une espèce de frontière autour de la Loire. Mais en fait, cette structure, elle fonctionne aussi en est, en ouest. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de ménages qui s'identifient. Moi, je suis plutôt de l'est tourangeau, ou moi, je suis plutôt de l'ouest. Alors, c'est évidemment des choses qui s'observent. Ici, on a un bon exemple d'une personne qui vit à Saint-Bran et dont on voit que la trace GPS d'une semaine est complètement incluse dans le sud de l'agglomération. Le nord de ces pratiques, ce sont les Atlantes et la gare de Saint-Pierre-des-Corps, et toutes les pratiques sont incluses entre les Atlantes et son pavillon à Saint-Bran. Alors, cette sectorisation, elle a plusieurs explications possibles, mais la première, c'est effectivement le fait qu'il y a souvent une proximité d'emploi. Les gens, quand ils s'installent, ils ne vont pas souvent acheter un pavillon à l'opposé. Il y en a, ça arrive. Donc effectivement, et le binôme, alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la mobilité, c'est qu'aujourd'hui, souvent on dit que la mobilité domicile-travail est minoritaire en termes de nombre de déplacements. Mais en fait, dans les faits, oui, elle est minoritaire, c'est-à-dire qu'on se déplace beaucoup plus pour autre chose que pour travailler, mais en fait, elle est toujours hyper structurante, c'est-à-dire qu'entre le lieu de travail et, ça paraît évident peut-être pour... Eh bien, il y a beaucoup de pratiques qui sont incluses, et donc ça contribue à structurer les cadres. Et puis quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'en fait, on a découvert en travaillant sur les trajectoires résidentielles et sur les pratiques quotidiennes qu'il y a un lien entre les deux. Et que souvent, c'est l'exemple, je vous le raconte un peu, c'est qu'en général, alors j'appelle souvent le centre pépinière de jeux de coupe parce qu'on se rencontre en ville quand on est étudiant ou pas, et généralement on vit dans un petit appartement du centre, on cherche un appartement plus grand, bim, on va se retrouver en première couronne dans un secteur. On choisit par exemple Tour Sud ou Chambray. Et puis progressivement, on va chercher un petit peu plus de confort résidentiel, on va retrouver en location un appartement et on va rester sur la même commune parce qu'on a commencé à inscrire ces pratiques dans ce territoire-là. Et puis au moment où va se profiler, arrivent les enfants, va se profiler le projet d'accession, eh bien les gens ils vont déjà avoir stabilisé un univers de pratique, un territoire de pratique dans le sud, ils vont avoir des sociabilités, ils vont avoir leurs repères, leurs ancrages, etc. Et donc finalement leur horizon résidentiel va se définir autour de ça. Donc ils vont migrer parfois dans une première localité périurbaine à Vénier, puis après
C'est le cas ici à Saint-Bran. Donc on a ici 4 lieux de résidence qui se sont faits dans le temps sur un pas de 20 ans. Et effectivement, et on voit que toutes les pratiques sont finalement reliées parce qu'on prend des habitudes de vie, parce qu'on a des amis dans le secteur et que finalement on définit un territoire méso qui n'est pas à l'échelle de la métropole, qui n'est plus grand que le local et le territoire résidentiel, mais qui fonctionne par secteur. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut, enfin, en termes d'aménagement, parce que ça devrait amener les communes de première couronne à travailler avec les couronnes périurbaines. Parce que se jouent des histoires de mobilité, par exemple. Par exemple, les habitants du Val de l'Indre, eh bien, peut-être ils ont envie d'aller parfois en vélo au travail, hein, et il n'y a pas de piste cyclable entre Èvres, par exemple, ou Montbazon et Chambray-les-Tours. Et parce qu'il y a 2 intercos, il y a 2 communes, ils ne travaillent pas ensemble, et les questions d'habitat, elles ne sont pas traitées ensemble. Donc vous voyez que les pratiques, elles posent des questions, on va dire, au territoire de gouvernance et d'intervention politique. Alors, la troisième structure, c'est évidemment le polycentrisme. Vous avez bien vu que dans la carte des EO-plats, c'est une carte monocentrique, et les périurbains, eux, ils inventent le polycentrisme, c'est-à-dire que déjà, il y a plein de centres. Alors, ce qu'on appelle une centralité vécue, c'est un endroit qui agrège un certain nombre de pratiques, une grande quantité de pratiques, et puis c'est un endroit qui est un peu identifié comme quelque chose de central. Donc on voit par exemple ici une dame de 70 ans qui habite à la campagne, vraiment dans le diffus, la petite Audanière à Monet, et on voit qu'en fait il y a 4 centralités. Et que, évidemment, la centralité principale, c'est pas tout le centre. Hein. C'est même une centralité qui est la moins pratiquée, puisqu'elle est pratiquée une fois par semaine. Hein. Et encore, c'est peut-être un hasard, parce que, évidemment, quand on enquête une semaine type GPS, on ne peut pas gager que ça se produit toutes les semaines. Mais en fait, les centralités qui, pour elles, sont importantes, les plus importantes, c'est Amboise, hein, vous voyez, où il y a un grand nombre de pratiques. Et c'est la centralité périphérique d'Andréville, c'est-à-dire la Petite Arche, hein, la zone commerciale. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait on structure plusieurs centralités, on compose de la pluricentralité ou de la polycentralité avec de la mobilité, et puis il y a des hiérarchies dans l'ordre du vécu qui ne sont pas du tout les hiérarchies habituelles, hein, c'est-à-dire que par exemple le centre de Tours est peu pratiqué mais il est très valorisé. Par contre, et alors ça c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel il faut qu'on continue à travailler, c'est que les centralités périphériques, notamment commerciales ou d'activité, hein, au sens large qu'il y a aux entrées de ville, sont très pratiquées, mais il y a un vide sidéral représentationnel. C'est-à-dire qu'il y a un vide sémiologique, c'est-à-dire que... Alors, c'est très intéressant, je dis ça, je le dis haut et fort, parce qu'il y a Camille Michel qui vient présenter un travail qu'il a fait sur le quartier des Douais, et justement, dans son travail sensible, il apporte, c'est-à-dire qu'il montre que lui, qui a vécu contre Mammouth, c'est-à-dire combien il a été bercé par ça et combien ça l'a nourri et ça l'a construit de manière identitaire. Et c'est assez fort parce que, moi, dans les entretiens, ou nous dans les entretiens, parce que ces entretiens sont collectifs, on ne trouve jamais de la sémantique ou des adjectifs forts pour qualifier ces espaces. En fait, c'est vide. Ou alors si, chez les personnes à fort capital culturel, pour dire que ces espaces sont l'emblème de la société de consommation, sont les métastases périurbaines, la manière dont les qualifie Télérama, mais sinon c'est le vide. Et donc ça interroge beaucoup les politiques d'urbanisme, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on produit aujourd'hui en entrée de ville est à la fois extrêmement central dans les pratiques des gens et extrêmement pauvre, hein, on va dire, dans les significations et les capacités d'appropriation que ça permet. Voilà, c'était le petit passage. Et autre source de complexité, alors, une logique, c'est qu'appréhender les territoires vécus, ça permet de prendre en compte la temporalité. La pulsation, le rythme, c'est une vieille question qui est traitée par la géographie, notamment par la géographie nordique, par Ackerstrand, qui s'appelle la time geography, qui travaille sur les rythmes urbains, et il y a peu de choses qui ont été faites sur les rythmes périurbains. Et en fait, en travaillant sur les traces GPS, on s'est aperçu que effectivement, ça rendait beaucoup visible la rythmicité du rapport à l'espace, hein, et qu'effectivement, on ne se déplace pas de la même manière en semaine et le week-end. Hein. Il y a un effet barbecue qui a été avancé par Jean-Pierre Orfeuille, qui est un quantitativiste, mais qu'on retrouve. C'est-à-dire, effectivement, le week-end, il y a un ralentissement et un rapprochement. Hein, c'est-à-dire que voilà, on court toute la semaine, on se déplace beaucoup toute la semaine, et le week-end, on ralentit.
Mais en même temps, le samedi et le dimanche ne sont pas du tout les mêmes. Le samedi, on a encore beaucoup d'activités, diverses et variées, donc beaucoup de déplacements. Et souvent, le dimanche, majoritairement, on a un repli autour du domicile, avec quelques maigres pratiques de proximité. Ou alors, on a un déplacement plus conséquent, mais qui ne concerne pas tous les périurbains, parce que, voilà, dans le périurbain, la mobilité longue distance est sélective. C'est-à-dire que les riches du périurbain peuvent être à la fois très mobiles au quotidien, et très mobiles le week-end, et très mobiles pour des raisons touristiques. Les modestes et les pauvres du périurbain sont beaucoup plus immobiles sur le temps à côté. Donc, et il y a une rythmicité très forte dans la semaine. Et par exemple, il y a quelque chose qui est très prédictif des rapports de genre, c'est la question du mercredi et de l'accompagnement, qui effectivement homère et individualise le travail spatial, on va dire, des femmes. Et puis il y a aussi la désynchronisation des temps qui apparaît. On voit très bien que le lundi, le vendredi sont de plus en plus des temps particuliers où on trouve des structures d'activité ou des programmes d'activité particuliers avec un ancrage souvent plus local, mais qui n'est pas déterminé. Tout ça, ça nous invite à réfléchir à ces échelles d'espace et de temps qui participent, on va dire, à la complexité dans la manière dont se construit, on va dire, la métropole. Et autant dans les centres-villes, on a eu des bureaux d'étang, il y a beaucoup des chercheurs et aussi des experts qui travaillent depuis longtemps sur cette question de la rythmicité urbaine, autant dans le périurbain, c'est évidemment quelque chose qui est peu travaillé et un peu inédit. Alors voilà pour quelques processus généraux que permet d'attraper, qui ne sont pas du tout exclusifs d'autres choses, ni d'autres processus, que permet d'attraper, on va dire, mais on voit bien cette tension entre périphérie et centre, au pluriel, qui éclaire, on va dire, la complexité suivant laquelle se construisent les territoires vécus. Alors l'autre élément de complexité, et non des moindres, c'est qu'évidemment il y a une grande diversité des habitants. Et ça, évidemment, ça a un coup de boutoir très fort dans tous les stéréotypes, évidemment, qui circulent sur le périurbain, alors dont la presse se fait beaucoup écho, y compris des grands quotidiens, voilà, comme Le Monde, et des gens très sérieux, sont jamais avares pour avoir... alors, même des chercheurs, on a comme en géographie comme ailleurs, effectivement, pas mal de gens qui spéculent, c'est-à-dire qu'on a un rapport très distancié au terrain et qui, effectivement, sont toujours les premiers à agiter et même à appuyer, on va dire, des stéréotypes que nous, derrière, les petits travailleurs et fourmis de l'ombre qui menons nos enquêtes de terrain, on a du mal des fois à dire non mais là, ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, c'est évidemment, il y a des gens qui rentrent dans le modèle, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà. Et évidemment, ça fait hurler quand les raccourcis sont de l'ordre, je sais pas, tous des reclus ou tous dominés et auto-aliénés. Ben non, le périurbain, c'est pas ça. Tous les gens qui enquêtent dans le périurbain, c'est pas du tout ce qui renvoie du périurbain. L'expérience du périurbain est plutôt positive pour une très très large majeure partie des ménages. Donc on peut pas dire des choses pareilles. Bon. Quant à la question du vote, j'y reviendrai dans les questions si vous voulez. Mais on ne peut pas non plus verser dans le schématisme. Mais on doit condamner toute forme de schématisme. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a de la diversité. Cette diversité, on l'a construit depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que depuis... moi, je n'ai pas travaillé que sur les périphéries. On a travaillé sur des profils d'habités dans différents types de milieux et on a travaillé des archétypes. Et puis, on a essayé de les perfectionner. En 2012, par exemple, sur une enquête Pays de la Loire, avec un collègue, Rodolphe Daudier, qui est aujourd'hui à Aix, on avait identifié 9 archétypes. Et là, on a repris un peu ce travail sur les archétypes, mais dans une philosophie différente, un peu pour travailler sur les formes organisationnelles. Alors que quand on avait travaillé avant sur les 9 archétypes, on était plutôt... On a essayé de comprendre le rapport entre le mode d'habiter et la position sociale, c'est-à-dire... Est-ce que, par exemple, il y a un rapport entre le fait d'être un cadre ou être un ouvrier sur la manière dont on habite? Oui, il y a un rapport important sur la question du genre, la question de la trajectoire résidentielle. Ah oui, ça a l'importance. Si on a vécu dans le 5e arrondissement toute sa vie, quand on s'installe dans le périurbain, on n'est pas du tout le même que quand on est immobile et natif. Donc on a travaillé cette question. Et là, sur ce programme-là, on a plutôt travaillé dans une logique
organisationnelle pour comprendre finalement le positionnement et le placement des individus vis-à-vis de la métropole. Et c'est pour ça qu'on a identifié, on va dire, différents types de profils et plusieurs catégories, des profils plutôt intégrés, c'est-à-dire où la relation avec le cœur, alors intégré dans le rapport centre-périphérie, le rapport avec le cœur est plutôt intense et fort, mais de différentes manières et sous différentes formes. Des profils plutôt distendus, plutôt autonomes, plutôt distanciés, qui caractérisent, on va le voir, plutôt le périurbain intermédiaire et lointain, et puis des profils un peu particuliers qu'on a qualifiés de dichotomiques, qui sont finalement très, très contrastés. Alors, ces profils, je vais en développer 3 ou 4, juste pour vous montrer ce que ça donne, comment on s'y prend. Et alors, on essaye de croiser les pratiques et les représentations du territoire. Par exemple, là, le premier type, on a appelé ça la figure du périrural. Périrural, pourquoi? Parce que en fait, c'est quelqu'un qui se pose et se construit d'abord en référence à la campagne plutôt qu'à la ville. Donc, on a un peu retourné, il y a un pied de nez, au lieu de l'appeler périurbain, on l'a appelé périrural. C'est évidemment quelqu'un, alors là, c'est plutôt l'homme, parce qu'il y a l'homme et la femme, et donc il faut occulter, on va dire, les déplacements qui sont réalisés vers Chambray-les-Tours. Donc il s'agit d'un ménage qui c'est connu dans l'hypercentre, qui a déménagé à Chambray, puis ils sont installés en milieu de carrière. C'est souvent le cas des ménages à revenus modestes, c'est-à-dire que l'accession à la propriété se fait moins tôt, c'est-à-dire qu'elle se fait plutôt entre 30, 35, parfois 40. Des gens qui sont venus habiter ici à Homme parce que en fait l'homme était natif de cet endroit-là et avait sa famille. Et ça change l'image du périurbain, c'est fréquent. Les gens qui sont natifs, donc il y a une espèce de retour au pays. Et cet homme qui est là, qui est sans emploi, chômage provisoirement, eh bien, en fait, c'est un périrural, ses pratiques sont exclusivement locales, c'est-à-dire sur sa commune de résidence, sur les communes voisines d'Avrier, les Ponceaux et de Continvoire, et son pôle principal, c'est Langeais. Et en fait, il va très rarement à Tours, comme la plupart des périruraux, c'est-à-dire que l'ensemble des pratiques sont inscrites là. Et en fait, il y a une composante très identitaire là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une revendication du local, de la sociabilité locale, de l'ancrage local, de la territorialité locale, une idéologie souvent un peu ruraliste qui est un petit peu derrière. Et alors qui peut donner lieu à 2 positionnements, ce qu'on appelait le périrural anti-urbain, c'est quand effectivement on a des gens qui sont dans le rejet pur et simple de la ville, qui du coup ont des idéologies urbanophobes. Alors après ça peut partir en vrille dans toutes les directions. Il y a de l'insécurité, il y a du risque, il y a de la menace, c'est stressant. Enfin bon, c'est plus ou moins trash. Mais ça peut être aussi des périruraux qui vivent tranquillement leur campagne résidentielle et qui disent, par contre, de temps en temps, on aime bien fréquenter la ville de manière touristique. Enfin, touristique, c'est moi qui le dis, mais c'est-à-dire occasionnelle. On va de temps en temps au multiplex, au McDo, faire un bout de course dans une zone commerciale, parfois dans le centre-ville, mais c'est plus rare, puisque les périurbains, en tout cas, ce type de périurbain est plutôt orienté vers les périphéries. Et donc voilà, donc un rapport très distancié. Alors là, ça nous montre qu'on peut vivre en périurbain, on va dire, finalement, à l'ombre, mais un peu éloigné, un peu distant de la ville, en tout cas avec un rapport qui n'est pas un rapport quotidien, qui n'est pas un rapport routinier, mais qui est plutôt un rapport inscrit dans un rapport occasionnel et avec un fort ancrage local. Alors on a beaucoup de natifs, c'est-à-dire des gens qui sont originaires, ou alors des gens qui sont ancrés, on va dire, dans la très longue durée. Dans ces figures de distanciation, il y a un type que je ne vais pas développer parce que je vais laisser là, c'est par exemple les repliés, ce qu'on appelle les repliés, ils sont nombreux dans le périurbain. Alors les repliés, il y en a un peu dans tous les types de périurbains, il y en a dans le proche, dans l'intermédiaire, dans le lointain, il y en a plus quand même dans l'intermédiaire et le lointain parce que les repliés, c'est des gens qui sortent très peu de chez eux, qui sont bien chez eux, alors des fois c'est pour des raisons de contraintes de mobilité, souvent c'est lié au vieillissement. Mais c'est aussi lié à ce que le pavillon permet. Là, c'est des gens qui ont des loisirs domestiques très développés, le jardin, le bricolage, etc., la décoration intérieure. Donc, on est aussi dans la figure de la distanciation, de la niche. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui travaille un peu tout le périurbain, c'est-à-dire l'importance du logement et de l'habitat, même des profils mobiles. Et je passe directement sur une autre grande catégorie. J'avais identifié 2 catégories, qui est
la catégorie des figures dichotomiques. Les figures dichotomiques, c'est intéressant parce que c'est dans une autre construction, c'est pas une construction de la distance et de l'autonomie, c'est la construction d'espace bipolaire en miroir, c'est-à-dire qu'il y a en gros la ville comme lieu de travail, je vais en ville, je vais travailler, j'ai mes activités utilitaires, pratiques, j'ai quelques sociabilités, mais en fait j'ai un rapport fonctionnel à la ville. Donc, alors là c'est l'aude, comme quelques périurbains. Et souvent, c'est des gens qui font quand même pas énormément de choses en ville, en dehors de leur travail. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que dans le couple que j'ai présenté l'homme, et c'est la femme qui est plutôt comme ça, parce qu'elle, elle a gardé son emploi à Chambray, et donc elle vient à Chambray tous les jours. Hein. Puis vous voyez, elle a des lieux d'intérêt ou d'achat, je crois, autour de son travail. Elle a une ou deux sociabilités. Et sinon, elle est un peu comme un métronome, hein, et sinon, elle a des pratiques inscrites dans son environnement résidentiel. Alors, chez les navetteurs, purs navetteurs, il y a une inversion, on va dire, symbolique, c'est-à-dire autant l'aglo est fonctionnel, autant il y a une survalorisation de l'espace résidentiel, qui est l'espace récréatif, qui est l'espace de régénération, qui est l'espace, on va dire, du hors-travail, et ça, c'est très fondateur dans la structuration des périphéries urbaines, c'est-à-dire que c'est en fait, le périurbain, comme le choix néo-rural, c'est quand même vivre un peu dans un pays qui se rapproche de celui des vacances. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre agreste et on a choisi celui-là. Donc évidemment, c'est intéressant le week-end ou dès qu'on a du temps libre de profiter de cet environnement. Donc cette figure du navetteur, elle fonctionne comme ça. Pour cette dame-là, elle fonctionne de manière inverse. On l'a appelé, on a appelé ce type dissocié parce qu'en fait, c'est le même modèle d'organisation très duel, mais comme c'est une dame qui s'est périurbanisée malgré elle, en fait, elle est dans un truc complètement clivé où elle rentre chez elle, mais elle est obligée effectivement d'avoir des pratiques de proximité pour ses enfants, les accompagnements, ses courses, mais en fait, elle a une représentation assez négative de son environnement résidentiel. C'est assez rare, mais ça arrive, et ça arrive, d'ailleurs, ce sera un vrai sujet de sociologie de la famille, comment... que je n'ai pas mené, hein, mais qui pourrait m'intéresser, c'est comment, à un moment donné, les arbitrages dans un couple fait que quelqu'un renonce et comment il s'accommode et vit avec un choix résidentiel qui n'est pas le sien. Alors des fois, ça se passe très bien. Hein. Au début, quand je faisais ma thèse, j'avais rencontré par exemple une dame à Pont-de-Rohan qui expliquait comment, quand elle était en ville, elle était super partie, elle avait les talons, là, et tout. Et comment elle est arrivée à la campagne, et pour elle, ça avait été terrible au début, et puis finalement, elle avait appris à mettre un jogging, voilà, aller dans son jardin, qu'elle avait découvert qu'il y avait des champs et que voilà, c'était pas que pour les vaches, enfin des trucs comme ça. Quoi. Et c'est intéressant ce rapport, en tout cas au sein de la famille, évolutif, en tout cas quand au départ c'est un choix contraint, qui est lié au fait qu'effectivement il faut s'accorder des fois dans les choix résidentiels. Et des fois, pour certains ménages, quand on veut accéder à la propriété, on a quand même au départ pas trop le choix. Voilà. Et c'est quand même monsieur qui est plutôt campagne, d'accord. Voilà. Alors, après, dans des figures, donc j'étais dans les figures dichotomiques, dans les figures d'intégration et de relations fortes à l'urbain, et je vais m'arrêter après. Alors, il y a le métropolitain, je ne développe pas parce que c'est une figure que j'ai beaucoup développée, y compris dans ma thèse, qui a en gros la figure parfaite, je parlais de François Hacher, c'est-à-dire celui qui consomme la ville et la métropole à toutes les échelles. Alors certains ici s'y retrouveront, c'est-à-dire que le métropolitain, c'est pas quelqu'un qui rejette le local, au contraire, c'est-à-dire qu'il peut être un vrai villageois chez lui, apprécier son cadre de vie, voilà, il est très bien sur sa commune de résidence, il profite de toutes les aménités et tout, mais il sait aussi valoriser tout ce que la métropole recèle comme richesse, des espaces utilitaires et fonctionnels en périphérie, mais aussi des lieux plus prestigieux, plus symboliques, je ne sais pas, comme ici, le théâtre, l'opéra. Alors évidemment, c'est une figure plus sélective socialement, même si on a différents types de... Alors, ça peut être aussi des gens qui travaillent dans toute la métropole et qui du coup ont des activités aussi et des sociabilités dans toute la métropole. Souvent, c'est des gens qui ont une mobilité aussi longue distance, d'échelle régionale, internationale, assez forte. Voilà, c'est la raison pour laquelle socialement cette figure est plus sélective. Alors on la retrouve beaucoup dans le périurbain proche, intermédiaire, où il y a évidemment plus de cadres. On la retrouve un peu moins dans le périurbain lointain, mais on peut l'avoir. Et d'ailleurs, on peut l'avoir aussi dans le rural, puisque effectivement, ce qui distingue
on va dire, les élites dans le périurbain lointain et rural, c'est justement de garder un rapport de mobilité et d'accès à la ville. Alors, ce qui caractérise ce type, c'est aussi que c'est des gens qui ont des représentations très positives du centre urbain, et du centre urbain patrimonial, et pas du tout des périphéries urbaines, voilà, façon entrée de ville. Donc c'est un modèle intéressant, c'est un modèle de relation très forte à la ville. Mais il y a un type, voilà, celui-là je suis content, parce que en fait c'est un type récent. Alors, je vous raconte un peu des vieilles histoires, hein, parce que ce pan de mon travail, c'est comme une histoire un peu longue, mais ça veut dire qu'en fait, c'est un peu... D'ailleurs, je pense à ça des fois pour me rassurer, ça me donne un peu le moral. Je me dis ça, en fait, on ne fait pas ça en sciences sociales. Souvent, en sciences sociales, les chercheurs changent un peu de sujet pour se donner un air de nouveauté. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est un peu comme un chercheur en médecine, quand on travaille sur une bactérie ou sur une molécule, il y a un moment donné, en fait, à force de travailler dessus, on trouve des choses nouvelles. Et là, effectivement, en travaillant sur la territorialité des types, je me suis aperçu qu'il y avait un type qui n'était pas tout à fait un métropolitain, mais qui n'était pas tout à fait non plus un villageois, c'est-à-dire quelqu'un d'ancré sur sa commune, mais un espèce d'hybride, ce que j'ai appelé un bord d'agglomération ou un annexé. J'ai un collègue avec qui je suis proche qui parle de périphérique, c'est-à-dire quelqu'un... Alors, ça désigne des ménages qui habitent le périurbain proche, c'est-à-dire en gros les communes périurbaines dans la continuité de la banlieue. Avec des communes comme Montlouis, Fondette, Èvres, Montbazon, etc. C'est des gens, ça correspond à des ménages qui viennent chercher justement dans ce périurbain-là à la fois du confort résidentiel et de l'accès à la ville. Et c'est des gens d'ailleurs qui identifient leur milieu comme mi-ville, mi-campagne, hybride, tralala. Enfin, c'est pas des gens qui disent je suis à la vraie campagne. Voilà, souvent ils sont un peu dans l'hybride. En fait, c'est des gens qui ont à la fois des pratiques très fortes de leur commune de résidence, mais dont les pratiques sont très polarisées sur les premières couronnes. Et moi je les appelle bords d'agglomération parce que par contre, ils vont jamais ou rarement dans le centre urbain. C'est-à-dire qu'ils vivent sur cette première couronne. Alors, conceptuellement, moi ça m'intéresse parce qu'en fait ça marque un processus que j'appelle la suburbanisation, la suburbanisation du périurbain, c'est-à-dire qu'on a effectivement en première couronne périurbaine, bon, ça rejoint un truc un peu compliqué, c'est que le périurbain c'est pas de la banlieue pour les géographies. C'est en fait une modalité d'urbanisation qui est différente, c'est-à-dire aux États-Unis on a du sprawl, c'est-à-dire on verse de l'eau sur la table. Il y a un étalement pavillonnaire, on les connaît, tous ces lotissements, enfin, à perte de vue, voilà. En France, il y a deux modalités, il y a le sprawl, on est d'accord, comme aux États-Unis, mais dans une proportion moindre, peut-être un peu moins monotone et tristounet, et puis il y a le périurbain qui est en fait cette dynamique d'urbanisation, mais de manière émiettée, et c'est lié à l'histoire institutionnelle du territoire, c'est-à-dire que, voilà, donc, il y a plein de petits bourgs, il y a plein de petits villages, et ça s'est urbanisé à partir des villages, sur des plans communaux, etc. Et donc cet émiettement, il joue un rôle, parce qu'en plus, il est structurant des représentations. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès et d'ailleurs, c'est le titre d'un bel ouvrage d'un collègue qui s'appelle Éric Charme, que je salue ce soir, qui s'appelle La revanche des villages, et qui résume bien, en fait, cet appétit du périurbain qui est lié à l'imaginaire villageois, à la française, qu'on a eu comme toile de fond de tous les téléfilms. Alors aujourd'hui ça change, les polars deviennent des polars urbains, mais on a eu jusqu'à quand même sur nos écrans pas mal de cet imaginaire villageois, du clocher idéal, ou alors François Mitterrand en 81 derrière le clocher. Alors c'était dans la Nièvre, mais ça a incarné en fait, ça a incarné, et Depardon, qui est le grand photographe d'État et de Mitterrand, a fait énormément de clichés pour capter en fait cet imaginaire du clocher, cet imaginaire qui est au cœur, on va dire, de l'imaginaire périurbain. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent en périphérie. Alors, à Èvres, il peut y avoir du cadre chatoyant. Voilà, il y a de la vigne, il y a du noble jouet. Bon, ce soir, désolé, il n'y aura pas de peau, malheureusement, parce que ça commence à être long, alors il faut quand même parler un petit peu de la suite. Et donc, il y a effectivement du cadre chatoyant, mais il y a aussi beaucoup de proximité urbaine. Et donc, ces périphériques, ils construisent, on va dire, sur la frange, à cheval sur l'urbain dense et l'urbain diffus, on va dire, leur territoire de pratique, en tournant le dos au cœur d'agglomération, c'est-à-dire la fréquentation du cœur d'agglo, la ville traditionnelle ou classique, elle est très faible, hein, elle est de très basse intensité, et on vit effectivement entre son territoire, la petite Madeleine, le centre culturel dans lequel ses enfants vont avoir des pratiques, le lycée qui est aussi sur la frange, et c'est dans cet environnement-là que se structure et se constitue. Donc un mode de vie très périphérique,
pas périphérique au sens où tout à l'heure on voyait autour de Langeais, où on est à grande distance de l'agglomération, plutôt à 20-25 km, mais là, périphérique de Frange, avec des conditions sur des communes de bonne taille, avec beaucoup d'aménités, et d'ailleurs ça correspond quand même généralement à des espaces qui socialement sont valorisés, hein, parce que le périurbain proche, ça devient, il y a une gentrification, on va dire, du périurbain proche, qui est liée au fait que, en fait, dans les années 70, quand on s'installait à Montlouis, il y avait des cheminots qui s'installaient à Montlouis en accession en propriété. Aujourd'hui, à Montlouis, par exemple, évidemment, ça devient compliqué voilà. Donc c'est un filtre social qui fait que ce périurbain-là se gentrifie, et ça joue un rôle d'ailleurs sur les politiques locales et sur la mise en tension des politiques locales, mais c'est une autre question. Alors, je boucle la chose. Alors, tout ce travail sur les modes d'habiter, donc vous avez juste un aperçu un peu elliptique, et j'en suis désolé, nous amène quand même à considérer, à approcher ce qu'on appelle, nous les géographes, la demande territoriale, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi la demande territoriale? C'est reconnaître que les ménages ou les individus ont des aspirations en matière d'habitat, ont des demandes à faire, à formuler envers le territoire, en termes d'équipement, en termes d'accessibilité, en termes d'aménité. Et il faut reconnaître, en fait, ces demandes territoriales, il faut les laisser s'exprimer, il faut les entendre, et c'est à partir de là qu'il faut travailler les choses. Pour donner quelques indications, dans ce que j'ai dit, il y a plein de demandes différentes. C'est-à-dire que le périurbain, il y a une demande de logement, enfin, il y a une demande d'espace domestique. Et aujourd'hui, là, c'est une grande question, c'est-à-dire comment conserver ce confort domestique, peut-être en transformant l'habitat et en changeant de modèle pavillonnaire, mais en gardant ces éléments de confort, en gardant l'idée qu'effectivement, la maison périurbaine doit pouvoir, demain comme aujourd'hui, voire davantage, permettre plein d'activités, y compris une sociabilité dehors, et le jardin reste l'élément le plus valorisé et valorisant du périurbain, mais aussi un logement de plus en plus connecté, hein, qui permet d'amener le monde et la société dans la maison périurbaine telle qu'elle est déjà depuis quelques années. Il y a un immense désir de local dans le périurbain et de proximité qui traverse toute la société, mais qui est particulièrement fort dans le périurbain. C'est un peu ce que j'ai raconté. Je crois qu'il y a eu deux moments dans les années 70, il y a eu un retour du local dans le post-68 qui a été très fort. Après, ça a un peu alimenté toute la réflexion en aménagement sur le développement local. Après, il y a un petit peu une perte un peu et en fait aujourd'hui on voit qu'il y a un retour parce que autour de la locale se joue la question du ralentissement, et en fait le ralentissement c'est une affaire de temps, mais c'est une affaire d'espace. Ça veut dire se déplacer moins pour mieux choisir le moment où on veut aller loin, hein. Et si aujourd'hui par exemple on voit dans le champ touristique réémerger ou réaffirmer le tourisme de proximité, hein, ou le staycation, ce qu'on appelle le staycation, voilà, le tourisme à la maison, eh bien ça c'est effectivement quelque chose qui en dit long sur le rapport au local. Et pour partir à Nantes, dans le périurbain nantais, où on a mené une enquête avec deux collègues dans le vignoble, on avait vu que c'était très intéressant parce que, en fait, dans le rapport très fort au local, il y avait deux types de ménages. Il y avait les gens qui étaient natifs du vignoble, nantais, muscadet, les pieds dans le muscadet, voilà, vous y êtes, quoi. Donc les gens, ils restent là, ils sont dans leur pratique, leur territoire, c'est de la longue durée, c'est du générationnel. Et puis il y avait les Parisiens, enfin, au sens large, les survenus, on les appelait, comme l'appelle ma collègue Valérie Jousseau, qui arrivaient là, et eux aussi qui avaient un rapport très fort au local, parce qu'en fait, ils étaient nourris de cette nouvelle idéologie de la localité, et de la reconquête, on va dire, de la localité, suivant des modalités qui étaient un peu différentes que les précédents, mais qui avaient des effets locaux considérables. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que les petites villes, ces petites villes du périurbain dont j'ai parlé, elles jouent aussi un rôle très important. Elles ont de plus en plus d'intérêt, de plus en plus de valeur. Alors, c'est des Lorgais, des Amboises, des Château-Renaud, des Azay-le-Rideau, mais c'est aussi des villes parfois de plus petite taille. Et donc ça, c'est à considérer, c'est mal pris en compte par les politiques d'aménagement, c'est mal considéré aujourd'hui dans les documents de planification de la métropole, c'est-à-dire qu'on voit combien les gens articulent, hein, vous l'avez vu à travers les cartes, justement, ces différents types de centres, parce qu'une des valeurs du périurbain, et ça va me permettre de parler de cette carte que je n'ai pas évoquée, c'est sa valeur d'interterritorialité. En fait, elle est située dans l'entre-deux. Et là, on a un type que j'aime bien, qui est le type interterritorial, c'est-à-dire des gens qui choisissent justement le périurbain, alors pour la qualité de vie comme tout le monde, mais aussi parce qu'il est entre. Et quand monsieur travaille à Tours et madame Lablois, ou par
fois travaille sur les deux territoires et une autre fois à Orléans, eh bien effectivement habiter dans le périurbain c'est bien, ça permet de vivre entre les deux. Et donc ça, c'est évidemment, ça donne un sens aux petites villes, voire aux villes moyennes qui sont dans la grande orbite du périurbain. Donc voilà, et puis pour les centralités émergentes, vous avez vu qu'il y a du chantier parce que ce décalage entre la centralité dans les pratiques et le vide représentationnel ne cesse de nous interroger. Mais évidemment, c'est plus globalement la question de l'hyperconsommation et du vide de sens qui l'associe. Alors, question sociale et question environnementale associées à ça, je crois que premier plan sur la question sociale. Premier élément, c'est que tous les gens qui nous donnent des clés de lecture du périurbain ou nous imposent des lectures du périurbain en termes de domination et d'aliénation produisent des discours qui sont fallacieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécanismes de domination, d'aliénation, qu'il n'y a pas de la relégation dans le périurbain. Il y en a plus, on va dire, soyons sérieux, aux marges des très grandes villes, hein, comme à Paris, où effectivement, quand vous êtes classe moyenne, très moyenne, et que vous voulez accéder à la propriété à Paris, ben, c'est pas à 20 bornes de Paris que vous allez, c'est à 100 bornes, hein, et parfois il y a des contraintes de mobilité de vie qui sont très fortes, mais qui sont souvent un peu surmédiatisées quand même, voilà, et qui ne rentrent pas dans la complexité, donc il faut se méfier quand même du traitement médiatique. Et je dirais qu'aux marges d'une ville intermédiaire comme Tours, ces situations de relégation, elles existent, mais elles sont quand même minoritaires. Donc comme j'ai dit, le vécu du périurbain est plutôt majoritairement positif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans le périurbain des questions de mobilité et d'accès, justement, d'accès aux services, aux équipements, aux emplois, et que la question de la mobilité n'est pas une question de ville. La question de la mobilité dans le périurbain est une question centrale aujourd'hui. Elle sera une question critique demain. Donc on attend des politiques publiques que sur cette question, elles apportent des réponses et pas des réponses les ménages pourront s'auto-organiser. Oui, bien sûr, moi j'ai beaucoup travaillé avec des collègues grenoblois sur les capacités d'auto-organisation des ménages, mais il y a à un moment donné une bonne étoile ferroviaire avec du train cadencé qui dessert le périurbain et qui permet à des gens de partir à vélo de chez eux, d'aller vers les gares et d'atteindre les périphéries, Saint-Pierre par exemple, et le centre de Tours. Évidemment, ça rend beaucoup de services. Ça rend beaucoup de services et ça permettrait de pérenniser le modèle urbain qu'on a autorisé à constituer dans la longue durée et dont on voit aujourd'hui, 30% des habitants habitent dans le périurbain, qu'il est indéboulonnable, c'est-à-dire qu'il va falloir composer déjà avec l'existant. Même si on veut arrêter le flux, il reste le stock, comme dirait l'autre. La question environnementale, évidemment, la question environnementale, elle est aussi à poser à l'aune de ces pratiques habitantes. C'est-à-dire que, alors à travers aussi l'hétérogénéité des habitants et de leur mode de vie, à travers les potentiels que recèlent les éléments que j'ai convoqués, celle de la maison, de la proximité, des formes de télétravail, et puis à travers aussi effectivement la réflexion sur les changements modaux, hein, et les comportements modaux. Alors là je peux ouvrir, c'est un autre volet de mon travail récent, et du coup je vais profiter pour faire un lien avec la conférence de Nicolas Oppenscheid. C'est qu'avec qui je travaille, aujourd'hui on travaille sur justement les changements de comportement de mobilité et le développement de l'altermobilité dans le périurbain. C'est-à-dire que alors le modèle dominant, on est d'accord, reste évidemment l'usage de l'auto-solo, mais on voit en fait, hein, quand on ouvre les yeux, le problème c'est quand on n'a pas d'outils d'observation et de mesure, on ne voit rien. Donc, et quand on commence à ouvrir les yeux, on voit que finalement c'est un peu plus compliqué que ça, que les gens ne sont pas seulement les gens assignés à leur voiture, comme on le dit tout le temps, et qu'en fait il y a beaucoup de gens déjà qui sont commobiles. Alors commobile, ça veut dire s'organiser pour emmener ses enfants aux activités, ça veut dire partir en voiture en famille, faire du covoiturage de couple. Le covoiturage de couple, ça fait du sens dans le périurbain. C'est pas parce qu'en fait généralement dans le périurbain habituellement l'homme et la femme ont deux voitures, gèrent le matin, les enfants, toi le soir, etc.
du covoiturage en couple dans le périurbain, c'est déjà une innovation sociale. Enfin, c'est déjà quelque chose de différent. Donc il y a plein de choses comme ça à observer, à attraper, justement pour penser l'évolution des comportements modaux. Et nous, on essaie beaucoup de travailler sur justement quels sont les freins, les facteurs, les étapes aussi, suivant lesquelles les ménages ou pas vont vers de l'altermobilité. Donc ça, c'est une dimension de notre travail. Et si on va dans cette voie, c'est parce qu'on est convaincu que le périurbain peut être résilient, c'est-à-dire qu'il y a des... Alors, déjà, au-delà de la critique en durabilité du périurbain, on pourrait prendre tous les points les uns après les autres, mais évidemment, voilà, c'est beaucoup moins simple que ce que laisse entendre la critique, c'est-à-dire on peut prendre chaque aspect de la critique et euphémiser la critique. Oui, les périurbains prennent beaucoup leur voiture, ok, mais en fait, quand on regarde les bilans mobilité à l'année et qu'on compare au centre, en fait, les écarts sont des écarts entre les ménages riches qui se déplacent beaucoup, y compris en avion, qui ont un bilan de carbone désastreux, et les ménages modestes. Cette inégalité-là, elle est plus forte que les inégalités entre le périurbain et les habitants du centre. Vous voyez qu'enfin, ça c'est pour sortir qu'on peut casser comme ça plein de stéréotypes et voir dans le périurbain. Alors, il ne s'agit pas non plus d'avoir une image angélique. Hein. Alors, moi, je fais critiquer et ouvrir là-dessus. Mais il s'agit de dire qu'il y a des potentiels, on va dire, de changement de comportement, d'évolution hein, et de durabilité dans le périurbain. Mais ça ne tombe pas du ciel. Et je voulais terminer là-dessus parce qu'avec la DAC CAUE, on a eu une belle aventure. Et oui, il faut que je conclue, excusez-moi, je suis hyper bavard. On a eu une belle aventure. On a une étudiante en apprentissage qui a fait un M2 chez nous et qui était du coup en apprentissage à la DAC CAUE. Qui a travaillé sur proposition du CAUE sur une belle opération, alors qui est située vraiment dans le rural, mais qui vaut pour le périurbain, qui est une opération d'habitat social, ici qu'on voit en haut à gauche, qui a été dessinée alors qu'il est à La Roche-Clermont, hein, dans le périurbain de Chinon, on pourrait dire, qui est une opération d'habitat social qui a été faite dans les années 80. Que je vais commenter, puis on a le nouveau lotissement, La Roche-Clermont, qui s'appelle La Roche-Claire, qui est juste en fait à 200 mètres, en contrebas, hein, dans le versant. Et il y a un choc saisissant, alors on ne voit peut-être pas assez bien sur la photo, mais entre la première opération et la deuxième opération. En fait, l'intrigue de ce mémoire de recherche, sur lequel on a mis cette étudiante, Solène, on lui a dit, mais l'intrigue c'est comment Kroll, dans les années 80, sur commande d'Yves Dauge, a réussi à faire de l'urbain durable avant la lettre, et comment aujourd'hui on peut continuer à produire au même endroit en contrebas eh bien, du logement standard, uniforme, ça me suffit, qui contribue très fortement, on va dire, à l'étalement urbain et à l'urbanisation du territoire. Parce que l'opération de Kroll est une opération dense, c'est une opération travaillée, esthétisée, intégrée dans la pente, intégrée dans le noyau urbain, avec un jeu très innovant à l'époque sur les matériaux, on va dire le bois, l'ardoise, voilà, la pierre de taille sur la rue, etc., des jeux avec les sous-espaces. Bref, évidemment, un grand architecte, et tout ça dans un formidable travail de concertation, comme on ne sait plus, on va rarement en faire, même aujourd'hui où on ne parle que de ça. Et puis aujourd'hui, voilà, alors pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, parce qu'on rentre dans une deuxième question qui est celle de la production pavillonnaire de la périphérie urbaine. Évidemment, on en est encore là. Alors tout ça, c'était pour dire que, effectivement, si on est sérieux et qu'on travaille ensemble, on peut effectivement, sans doute, en tout cas du point de vue du logement, mais ça vaut pour la mobilité, imaginer autrement l'habitat périurbain en partant, on va dire, des aspirations des ménages, mais en prenant en considération des exigences collectives, qui fait qu'effectivement, si on ne fait rien, on va peut-être finir par tous griller, et puis c'est vrai qu'on va quand même bousiller pas mal d'espaces naturels ou agricoles dont on a besoin pour nourrir la planète. Donc effectivement, il y a quand même des choses à faire, mais il y a une réflexion collective à mener sur cette vie périurbaine, mais en partant d'abord, et c'est important, et d'ailleurs les acteurs commencent à le comprendre, et pas que la DAC CAUE, en partant d'une compréhension des manières d'habiter. Voilà. Excusez-moi d'avoir été très long. Et je réponds à toutes les questions avec plaisir. Moi, j'ai pas de contrainte de temps. Peut-être
Vous avez le droit. Oui. Monsieur Benoît, une petite question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution au niveau des décideurs entre les PLU et les PLU intercommunaux? Alors. Une question que... Laurent, oui. est-ce que tu veux bien oui. Répéter la question? Ouais. Donc, monsieur demande si il y a une évolution depuis les décideurs dans le passage des PLU, des plans locaux d'urbanisme, aux PLUI, plans d'urbanisme intercommunaux. Alors, je dirais que c'est une question qu'on ne peut pas trancher. Alors, la réponse, ça va être probablement oui, parce que quand on programme l'urbanisme à l'échelle d'une commune et quand on la programme à l'échelle d'une communauté de communes, il y a évidemment des choses qui changent. Parce que le système d'acteurs, il n'est pas le même, parce que le recours à l'expertise, il devient obligatoire, parce que les enjeux doivent être négociés. Enfin, Eric, tu pourrais répondre mieux que moi à cette question. Donc, évidemment, le passage de la programme, puis il y a des gens dans la salle qui sont chargés d'urbanisme et qui savent bien ça, mais forcément on va changer des choses. Est-ce que d'ores et déjà on peut dire ce qui va se passer? Oui, on peut imaginer, en tout cas souhaiter, et c'est quand même le sens de l'évolution réglementaire, qu'il y ait un urbanisme plus malthusien et surtout mieux planifié en termes de localisation. Bon. Après, effectivement, c'est un système d'acteurs. Un système d'acteurs, c'est compliqué. Et effectivement, ce qui se fait dans telle interco, ce ne sera pas tout à fait la même chose que ce qui se fait dans une autre, parce que, effectivement, les politiques publiques ne seront pas tout à fait les mêmes. Donc voilà pour répondre très rapidement. Encore faut-il ajouter que le SCOT a quand même fait en sorte de densifier les habitats, par exemple, pour développer autour des 10 prochaines années, il avait mentionné 1200 hectares d'habitation, il l'a mis à 900 hectares. Donc il y a une prise en compte par les élus de ce que vous parliez. Oui, alors tout à fait. Donc depuis les années 2000 et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, il y a des documents de planification d'échelle communautaire qui s'appellent les schémas de cohérence territoriaux, qui ont pour mission, effectivement, de réduire en France l'impact de l'étalement urbain, de régler aussi des questions de mobilité, parce que le principe, la recette de base de cuisine, c'est de mieux marier urbanisme et transport, donc d'urbaniser en priorité autour, on va dire, des transports collectifs, et effectivement, ces SCOT sont censés imposer ou imposent, ils sont prescriptifs pour évidemment accroître les espaces réservés et défendus contre l'urbanisation, et puis augmenter la densité dans certains secteurs. Alors la densité, moi je dirais que c'est une question qui est une question vive, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'intervenir sur la densité, et je dirais que c'est un risque, c'est-à-dire que pour moi, il ne suffit pas de dire bon, on va passer de 8 logements à l'hectare, qui est le lotissement classique, à 40 logements à l'hectare. Parce que si on le fait comme ça, sans avoir des concepteurs, mais là, Eric, tu pourras rebondir sur cette question-là, c'est la cata, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à mettre de la maison, du pavillon, c'est-à-dire la maison dont on fait le tour avec du jardin de 250 mètres carrés, vous produisez un cauchemar, c'est-à-dire que vous produisez en fait des maisons dans lesquelles il y a des vis-à-vis pas possibles, vous n'êtes plus chez vous, alors effectivement, vous diminuez le coût des logements, vous attirez d'autres populations, mais vous inventez pas de l'habitabilité, parce que en fait, dans l'habitabilité du logement individuel, il y a un rapport d'intimité qui est central et qui envoie au fait de disposer d'un jardin à l'abri du regard des autres. Et c'est cette intimité qui permet aussi de se connecter au voisinage et de s'y connecter positivement sur la base du libre choix. J'ai mené par ailleurs un travail sur la sociabilité pavillonnaire ou périurbaine, et en fait ce qui est apparu dans plein d'espaces, dans le train, au supermarché, il y a un principe fondateur de la sociabilité pavillonnaire, c'est de pouvoir c'est pas l'individualisme, on s'est complètement gouré quand on a parlé, c'est reconnaître la place de l'individu, la valeur de l'intimité, pour justement permettre les échanges et les relations collectives. Et c'est ça, en fait. Le périurbain, ce qui se joue dans le périurbain, c'est la maîtrise, on va dire, de la sociabilité. Et c'est pour ça que dans le périurbain, on a des sociabilités fortes. Parce que quand l'intimité est respectée et préservée, ce qui se joue, par exemple, dans les transports périurbains, eh bien, ça permet à l'échange de naître.
Si la sociabilité, l'autre, est imposée et vous prend dans tous vos aspects de la vie intime, vous êtes accablé et justement là vous êtes dans une logique d'enfermement et la vie vous mettez un chien méchant sur votre... voilà. Donc effectivement cette question-là de la densité, c'est pas une question c'est pas mathématique, c'est-à-dire que cette question, elle doit être liée avec des politiques d'urbanisme, elle doit faire travailler les architectes, elles doivent travailler les urbanistes pour produire du plus dense, surtout que, alors, il y avait je ne pense pas qu'il soit dans la salle, sinon je ne l'ai pas reconnu, Éric Peigné, ici à l'Adréal, qui avait travaillé sur ce qu'il appelait l'habitat dense individualisé, et justement, il avait essayé de montrer que la norme de terrain, la moyenne des terrains dans les centres-bourgs, qui par ailleurs sont souvent valorisés, c'était 200 à 300 mètres carrés. Et qu'effectivement, ça ne posait pas trop de problèmes. Parce que oui, effectivement, dans la conception ancienne de certains tissus, notamment en Indre-et-Loire, de noyaux un peu nucléaires, en fait, avec les décrochements, les décalements, le manque d'alignement et tout, vous arrivez à avoir des petits jardins, mais qui sont des jardins intimes, coquets, etc. Et vous n'avez pas forcément d'avoir besoin de 1000 mètres. D'ailleurs, ça, pour le coup, la norme d'espace, même du côté des ménages, change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aspiration, alors pour des raisons de prix, je veux dire, aujourd'hui, clairement, moins de gens qui peuvent se permettre, mais aussi parce que dans les nouvelles générations, il y a moins cet attrait pour le 2000, 3000 mètres carrés qu'il y a pu y avoir dans les premiers temps de la urbanisation. Oui. Bonsoir. Je me demandais si, selon vous, pour les périurbains, c'est un choix de leur part de plus réellement consommer les centres urbains comme Tours, ou si ça l'est plutôt imposé sans vraiment s'en rendre compte par le manque d'accessibilité ou l'absence identitaire des centres urbains. C'est une question compliquée que vous... En fait, je pense qu'il y a... J'ai envie de vous dire... Ça dépend pour qui, il y a deux éléments de réponse. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie qui relève de l'appétence. C'est-à-dire que, enfin, moi, depuis longtemps, j'ai toujours vu dans mon travail qu'en gros, il y avait deux modes de positionnement vis-à-vis de la ville-centre traditionnelle, patrimoniale. Plutôt des ménages qui avaient une représentation positive, et pour lequel le centre ancien, le vieux Tours, Rue Nationale, Plage Jaurès, ça avait une vraie valeur et une valeur supérieure à ce qu'on pouvait trouver en périphérie. Donc évidemment qui était souvent embrayeur de pratique dans ce centre. Et puis on avait des ménages pour qui évidemment c'était moins visible, voire qui avaient un discours négatif sur le centre urbain, qui est à la fois parce qu'effectivement je pense qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de certains lieux. Bon, il y a des choses qui sont liées aussi aux pratiques culturelles, concrètement. En fait, je veux dire, on trouve des choses dans la centralité urbaine, mais qui effectivement se reportent plus sur les périphéries. Après, l'accessibilité, alors c'est marrant, en fait, il y a une question, il y a une pratique qui posait tout à fait cette question chez les ménages, mais plutôt quand je travaillais sur ma thèse, c'était les studios. C'est-à-dire, et on voyait, c'était clivant, quoi. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur le personnel hospitalier, notamment sur les médecins, et c'était assez intéressant de savoir à quel moment qui vient au studio et accepte du coup la contrainte d'accessibilité que pose. Et si oui, pourquoi on vient au studio, ou pourquoi finalement on va, à l'époque il y avait le multiplex de Lyon qui venait d'apparaître, et pourquoi on va au CGR. Donc je dirais que se jouent des raisons d'appétence, mais se jouent effectivement des questions d'accessibilité. Et aujourd'hui, concrètement, il y a pour certains ménages périurbains, pour lesquels il y a un attachement important à l'automobile, et effectivement les contraintes d'accès au centre peuvent être des éléments qui restreignent l'accès au centre. Après, ce qui est intéressant, c'est que les premiers retours, et alors là je vais vous parler parce que, enfin voilà, les enquêtes, moi j'en fais pas tous les jours, mais on continue à documenter, on les archive, et là, donc, Baptiste Pourtour, qui a travaillé avec moi sur cette affaire, a fait son enquête sur smartphone et mobilité dans le périurbain tourangeau et francilien, et il a travaillé sur le nord-est de Tours, et dans certains entretiens, on voit que par exemple le tram et le parking du relais jouent un rôle de regain, on va dire, et notamment chez les femmes qui disent ah ben en fait depuis qu'il y a le tram c'est quand même bien parce que je vais me garer là à côté du lycée Vaucanson et hop je prends le tram et après je vais en ville. Et donc on voit là tout l'enjeu des politiques publiques, c'est-à-dire effectivement de favoriser l'accès
de maintenir un accès, parce que la centralité urbaine, c'est quand même un espace qui, dans l'univers des représentations comme des pratiques, est important. Bon. Après, il y a beaucoup de ménages périurbains qui ont passé le cap et qui font 100, et pour qui c'est pareil. Donc là, il ne faut pas non plus être en angélique là-dessus. Vous avez mis en relation justement le rôle de ces parkings relais, l'attractivité ou le regain d'attractivité de la ville comparé à cette périurbain. Non, je pense qu'il n'y a pas de travail globalement d'évaluation sur le rôle des parkings relais. Alors ça vient de la méthodologie d'enquête, hein, c'est-à-dire que c'est un sujet de recherche en tant que tel qui devrait être mené. Que d'ailleurs il devrait être mené en partenariat avec la direction des mobilités de Tours Métropole, pour que c'est un intérêt que ça puisse être relayé par les politiques publiques. Il se trouve que nous, comme on a enquêté plutôt de manière individuelle par les habitants, cette question arrive dans certains entretiens, mais pas assez, pour qu'on puisse monter en généralité sur... Moi, comme j'ai l'impression que le succès des parkings relais est quand même assez inégal, mais finalement, avec le temps, vient un peu quand même, et pour en avoir un juste à côté de chez moi, que j'observe quand même depuis 5 ou 6 ans, c'est vrai qu'au début c'était extrêmement décevant, et je vois bien que, effectivement, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes aujourd'hui d'accès. Puis les boyaux se resserrent, hein, je ne veux pas être pessimiste, mais vous avez encore vu qu'avec les politiques, on va dire, de pistes transitoires qui visaient à développer magnifiquement le vélo, donc... et qui provoque évidemment des réactions très différentes. Donc il y a des très heureux, puis il y a des moins heureux, mais donc je ne vais pas produire de jugement ici, c'est pas la question, mais du coup évidemment ça rend que plus saillant la question de l'accès au centre. Et moi je dis souvent aux étudiants que c'est quand même effectivement aujourd'hui un risque et une menace, c'est que c'est un risque en fait de rupture entre les hypercentres où les questions de mobilité seraient, quoi. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas photo de lignes de tram, des pistes cyclables, après, voilà, je pense qu'il y a une belle perspective de développement, même si aujourd'hui, c'est pas terrible. En fait, voilà, on a des marges de progrès. Mais où, en gros, si demain, le prix du carburant est à 3 € pour les gens qui vivent dans la première couronne, il n'y a pas de problème, quoi. Par contre, les gens qui vivent à 15 bornes, là, évidemment, s'il n'y a pas des choses qui sont programmées pour pérenniser ces villas, c'est plus compliqué. Donc le risque de déphasage, on va dire, entre la périphérie et le centre, elle existe. Donc, et là, c'est l'enjeu. Vous parliez du SCOT, c'est que le SCOT, il devrait être très fort et très volontaire, et la région, elle devrait être au taquet. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, la ligne ferroviaire Loge-Tours, c'est une ville qui dessert toute la vallée de l'Indre, d'accord ? Elle connecte, en plus elle s'arrête à Jouer, elle pourrait s'arrêter même plus proche de la ville, elle s'arrête à Tours, elle pourrait s'arrêter à Saint-Pierre, bon, elle pourrait aller après jusqu'à Montlouis et Bléré. Et ça a été programmé, hein, la FNOT, je ne sais pas s'il y a des représentants, il y a Jean-François Tron là, qui est un collègue un peu âgé mais qui était très actif dans la FNOT. Il a pour la FNOT, la Fédération nationale des usagers de transport, mais pour les collectivités, parce que ça a été connu, fait des plans, des schémas directionnels, programmatiques pour justement développer un RER tourangeau, quoi. D'ailleurs, lui, au moment où vous avez le tram, il dit mais non, c'est le tram-train qu'il faut faire. À Tours, on a toujours un temps de retard. Donc, quand on fait des trams-trains dans les autres villes, nous on fait le tram. Bon, après, voilà, on est content d'avoir le tram quand même. Mais le tram-train, ça permet de desservir les périodes. De considérer que la ville qui existe, c'est la ville qui se construit à 30 km, c'est pas la ville dans l'urbain. Donc là, je le dis comme ça, hein, je vais me faire pas des bons amis, mais du coup, la question, effectivement, de la desserte des périphéries, elle se pose de différentes manières. Bon, il y a des choses qui existent, hein, il y a des aires aménagées de covoiturage. Oui. Je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque dans un but environnemental que les politiques publiques se concentrent sur la densification urbaine plus que sur les mobilités? Que sur les mobilités périurbaines, qu'elles se concentrent plus sur la densification urbaine que sur les mobilités? Alors oui, il y a un risque, mais il y a deux facteurs qui quand même me semblent être plutôt des facteurs favorables. Le premier favorable, c'est qu'il y a quand même une partie du périurbain qui a basculé dans la métropole.
Donc dans la métropole, ce périurbain, il a une place politique. Il y a d'ailleurs des métropoles, et c'est ce que nous dit Charles, où c'est même les élus du périurbain qui prennent le pouvoir dans la métropole. Bon, ce ne sera pas le cas à Tours, c'est pas le cas à Tours, mais en tout cas, ces élus, ils comptent, ils ont des choses et une place à faire valoir. Bon. Alors après, il y a des enjeux qui sont compliqués, c'est pas aussi simple. Hein. Mettre du transport en commun dans le périurbain, ça coûte cher. Hein. Je veux dire, quand on calcule la rentabilité financière, c'est pas évidemment les mêmes coûts, donc ça implique effectivement des choix. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a quand même des interco périurbaines qui aujourd'hui commencent à se saisir de la question des mobilités. C'était pas une question centrale, mais en fait, pour avoir travaillé par exemple sur Touraine Nord-Ouest avec les élus, on sent bien que c'est quelque chose de montant et que justement, voilà. Et puis on est contacté régulièrement par des intercos qui commencent à dire nous on va faire un diagnostic de mobilité. Alors là, il se trouve qu'on a eu une enquête ménage-déplacement qui est sortie en 2019, qui nous donne des indicateurs de mobilité complets sur périurbain, sur rural, en Indre-et-Loire. Ce qui n'était pas le cas dans l'enquête ménage-déplacement 2009. Donc du coup, on va avoir des éléments, on va dire, d'objectivation des mobilités quantitatives qui vont être importantes et qui vont permettre aussi aux élus d'avoir des indicateurs de base pour ensuite mener des politiques publiques, mais il faut qu'il y ait un volontarisme fort. Et le problème, c'est qu'il y a un moment donné, sur la mobilité, quand on est sur des solutions, on va dire, il y a un moment donné, moi je le dis, il y a besoin de mettre de l'argent. Enfin, c'est pas, voilà. Et les élus, ils aimeraient bien que ça se règle comme ça. Et par exemple, quand un organisme qui dépend de l'État, qui s'appelle le CERTU, moi j'ai entendu dire non, mais en fait, le transport en commun dans le périurbain, c'est fini parce que en fait, c'est pas rentable, ça coûte trop cher. Donc, mais en fait, si on parle de ça, là, on s'interdit des choses. On s'interdit des choses. Je suis désolé d'intervenir, on aurait pu poursuivre la conversation. D'ailleurs, on pourra la poursuivre. Tu as évoqué Nicolas Oppensheim. Nicolas Oppensheim, le 13 octobre prochain à Lavry, va intervenir sur la question des mobilités. Donc, moi d'abord, je voulais remercier Laurent pour l'excellence de son propos, qui est le résultat d'une étude extraordinaire, je crois, sur la métropole, parce que cette question de la représentation et des déplacements, c'est une question politique permanente. Et là, on pourrait poursuivre le sujet sur la représentation politique et la prise en considération par le politique d'un certain nombre de considérations et de pistes qui ont été ouvertes aujourd'hui, qui témoignent en tout cas d'une très grande complexité et subtilité du monde périurbain et de l'être périurbain, qui ne réduit pas son existence à l'aune de ce qui se déroule dans l'hypercentre de Tours. En tout cas, merci Laurent pour cet exposé.